la bienvenue au nom du parti de gauche et de l'AFPA, donc de l'Alliance des forces progressistes pour l'Afrique. Vous êtes ici donc au siège du parti de gauche, dans la salle de la Pierre, vous voyez son portrait ici. C'est l'un des fondateurs du parti de gauche il y a maintenant 11 ans et il nous a quittés trop tôt. Alors l'Alliance des forces progressistes pour l'Afrique, ce n'est pas une reconstitution d'une alliance du style des partis frères qui partagent une même idéologie. Vous voyez à quoi je peux faire allusion. On essaye de rassembler un certain nombre de partis qui se donnent pour but l'émancipation des peuples africains. Et je dirais, on n'est pas en train d'entrer dans des distinctions proprement françaises entre une droite et une gauche. On essaye de travailler avec tous ceux qui ont pour objectif de faire progresser la situation de leur peuple en Afrique. Alors, je m'appelle Pierre Boutry, donc je vous l'ai dit, je suis responsable de la Commission Afrique du Parti de gauche. Je travaille évidemment aussi en liaison avec la France Insoumise, puisque vous savez que nous avons créé ce mouvement qui est maintenant plus connu que le parti de gauche, c'est clair. Il y a le coup d'État constitutionnel. Alors ça, c'est une pratique qui est en train de, malheureusement, de prospérer dans différents pays africains où tout au moins, il y a pas mal de tentatives actuellement. On peut même soupçonner certains de vouloir s'engager dans cette voie du coup d'État constitutionnel. Ceux qui remettent les compteurs à zéro. Donc on change la Constitution, on remet le compteur à zéro et ça me permet de repartir pour 2 tours. Bon. Parce qu'ils pensent que la Constitution, ça peut être changé en fonction des aléas politiques et pour leur propre avantage, à leur guise. Il semblerait, je mets du conditionnel bien entendu, les partis politiques qui sont ici auront à se prononcer sur cette question. Il semblerait que la Guinée s'achemine vers ce scénario de coup d'État constitutionnel et nous aurons tout loisir d'en discuter ensemble. Les législatives du 16 février, si du moins elles se tiennent à cette date-là, d'abord elles ont été annoncées avec un délai très court, comme vous le savez, pour renouveler des députés dont le mandat a expiré, je crois, depuis plus d'1 an. Elles ont un but, me semble-t-il, octroyer les 2/3 des sièges au parti présidentiel RPG Arc-en-Ciel, grâce à une fraude institutionnalisée, afin de légitimer à l'avance la victoire du oui au référendum sur la nouvelle Constitution, qui devrait permettre à Alpha Condé de briguer un 3e mandat illégal au terme de son second et dernier mandat. Comme toute colonie, donc, puisque la Guinée indépendante est héritière des frontières coloniales, donc comme toute colonie, la Guinée a été constituée de briques et de brocs, c'est-à-dire de différents bouts, de différentes régions, qui avaient des systèmes sociaux, des systèmes culturels, des systèmes politiques différents, et ces différentes régions étaient soit dans des rapports de, on va dire, de collaboration, par exemple, entre le Fouta-Djallon et l'État de Samori Touré, il y avait eu un modus vivendi et des échanges politiques, ou alors dans une situation de conflit et d'opposition militaire, par exemple entre l'État de Samori à nouveau et la région de Kankan, le siège de Kankan, où les gens de Kankan font appel à la France, à l'armée française pour les libérer du siège de Samori, ou entre Samori et la région forestière, ou entre le Fouta-Djallon et certaines zones côtières. Enfin, on peut voir différents cas de figure, mais pour montrer simplement la diversité antérieure de toutes ces zones qui n'étaient pas dans un paradis idéal de cohabitation pacifique, etc., mais comme partout ailleurs, dans des situations de confrontation politique, de collaboration politique plus ou moins aisée. Le 20 novembre 2019, Bruno Clément Bollet, qui est officier français, publie dans les colonnes de Jeune Afrique, qui est un média que bon nombre de vous connaissent, une tribune intitulée « Guinée, : comment l'armée est devenue républicaine ».
après avoir lu cette tribune, j'ai trouvé que, en dépit de tout éloge qu'on puisse faire à l'actuelle réforme du secteur de sécurité, je trouve que c'est outré de qualifier l'armée guinéenne de républicaine, pour deux raisons. La première, parce que les chiffres des dernières enquêtes d'Afrobaromètre réalisées entre 2014 et 2015 montrent assez bien que le taux de manque de confiance des populations guinéennes dans leur armée est l'un des plus importants sur le continent africain. Ça excède la barre de 60%. La deuxième raison, parce que mon séjour de terrain au mois d'avril 2019 m'a permis d'observer des pratiques qui sont complètement aux antipodes de l'idée d'armée républicaine. Cependant, le fait de rejeter que l'armée guinéenne n'est pas républicaine ne veut pas dire que les réformes mises en place n'apportent rien, n'ont aucune incidence sur le cours des choses. Le militaire guinéen n'est certes toujours pas professionnel, mais on peut à bon droit affirmer qu'il est en voie de professionnalisation. Pour rendre compte de cela, je m'appuie sur les travaux de Samuel Huntington, qui a publié The Soldier and the State, donc traduit littéralement en français, le militaire et l'État. La réflexion que Huntington élabore dans son bouquin sur la théorie de la relation civilo-militaire est de distinguer le contrôle civil subjectif et le contrôle civil objectif. Et cela, tout simplement, le conduit à distinguer le militaire professionnel et le militaire non professionnel. Il conclut que le militaire professionnel, il est poussé à ne pas intervenir dans le champ politique, alors que le militaire non professionnel ou en voie de professionnalisation peut intervenir dans le champ politique. Tout dépend des conjonctures. En outre, il est à noter que le militaire qui est en voie de professionnalisation appartient à un système politique où l'intérêt personnel l'emporte sur l'intérêt des institutions. Dès lors, il convient de partir de l'hypothèse selon laquelle le coup d'État militaire, qui est illustration du désordre politique, ne peut trouver d'explication que dans le système politique lui-même. Donc, je pars du fait que le coup d'État du 3 avril 1984 en Guinée ne peut s'expliquer que par le système politique qui est antérieur à ce coup d'État-là. Donc, le système politique mis en place par le régime de Sékou Touré. Je m'appuie sur toute une théorie qui a été forgée par des chercheurs en sciences politiques tels que Lochon Pai ou Samuel Huntington. Je regrette un peu, c'est que vous n'avez pas trop appuyé parce que, comme disait le collègue, enfin le compatriote, le rôle de l'armée. Il faut savoir que l'armée guinéenne, dans le temps de Sékou Touré, c'était la plus sérieuse en ce qui concerne le patriotisme. Parce que l'armée guinéenne protégeait les territoires du Libéria et les territoires du Sierra Leone. Ça, c'était sous la coupe du commandement de l'armée guinéenne. Concernant la partie politique, c'est autre chose. Pour à la question que tu avais posée. Oui. Et si monsieur l'intervenant a parlé de 75 et d'une focalisation de Sékou Touré à cette époque-là sur la communauté Peul, moi, j'apporterai un correctif à cela. J'étais en Guinée, bien sûr que j'étais jeune. J'entrais dans l'adolescence. Mais chez Cannes 75, l'épicentre a été Kankan. Je suis cancanaise. J'étais à Kankan. Kankan, c'est la première ville malinquée de la Guinée. Et Kankan était la ville la plus commerçante de la Guinée. Il s'est focalisé sur le commerce. Et il est allé mettre Kankan à genoux à cette époque-là. Mais ça a été très bien expliqué. Oui, ça c'est un. Deuxièmement, vous parliez d'un chaos en 84 après la mort de Sékou Touré. Le chaos n'a pas pu. C'est pas un chaos qui a amené
les militaires à intervenir, parce que Sékou Touré est mort. Une semaine après, les militaires prenaient le pouvoir. Il y avait une discussion, paraît-il, entre les membres du gouvernement. Mais cela n'avait pas atteint ce qu'on peut qualifier de chaos. Et les militaires, assez rapidement, sont intervenus pour prendre le pouvoir. Ça aussi, c'est factuel. Je voudrais vous dire, je m'inscris là, dans le cadre de l'actualité brûlante que nous avons actuellement chez nous en Guinée, qui consiste à faire en sorte que notre constitution soit modifiée, changée, pour permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Et comme... Bon, d'accord, si vous voulez. Oui, ça va de soi. D'être président à vie, puisqu'il a 81 ans aujourd'hui. Et la nouvelle constitution, moi, j'ai l'habitude de dire 7 ans. Dans cette nouvelle constitution, vous savez bien que c'est 6 ans renouvelables une fois. Mais vous savez très bien que depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, aucune élection n'a été organisée en temps et en heure. Je rappellerai qu'après son élection en 2010, les législatives n'ont été organisées que 3 années après. Donc, moi je dis 7 ans. Donc je rajoute toujours un tout petit peu une année supplémentaire. Non, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est très grave. J'ai rappelé le MORAD, le mouvement contre le référendum institutionnel qui a été organisé naturellement par l'ancien régime du professeur, par l'ancien régime du général Lansana Conté, le PUP, le Parti de l'Unité et du Progrès. Le PUP, le RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée, présidé par le président actuel, avait pris part à cette coalition, activement d'ailleurs. Donc nous ne comprenons pas aujourd'hui que le professeur Alpha Condé, au terme de son deuxième et dernier mandat, veut changer notre constitution pour s'éterniser au pouvoir, donc pour arriver à une présidence à vie dans notre pays. Nous n'en voulons pas, et croyez-moi, c'est 80% des Guinéens aujourd'hui qui n'en veulent pas. Tout le monde rejette cette tentative de modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Donc nous disons non au président Alpha Condé, et nous l'avons souvent répété depuis quelques mois. À partir du moment où le président Alpha Condé est à son dernier mandat et que lui-même veut enfreindre cette loi-là, nous lui disons, monsieur le président de la République, vous avez terminé vos parties. Et maintenant, nous exigeons, nous avons commencé à exiger son départ. Certains diront, il faut attendre encore 8 mois. Mais nous sommes actuellement, n'est-ce pas, dans un rapport de force politique. Force morale aussi, naturellement. Et cette force politique, dans un pays où il y a plus de 140 partis politiques, vous le savez, 140 partis politiques. Et depuis pratiquement 4 années, le gouvernement guinéen ne délivre plus de permis pour les agréments pour les nouveaux partis politiques qui sollicitent les agréments. Donc, les choses dans notre pays vont extrêmement mal. On ne peut pas organiser, programmer une autre élection et celle qui est en cours à l'heure actuelle n'a pas été achevée. À savoir, vous le savez très très bien, que les communales, il y a pratiquement 8 mois, ne sont pas achevées. Il y a un certain nombre de choses qui restent à faire. Donc ces communales ne sont pas achevées, ça fait 18 mois que certains maires n'ont pas été installés. 18 mois. Vous avez pratiquement les conseils généraux qui ne sont pas encore installés. Les conseils de quartier qui n'ont pas encore été aussi dans certains endroits installés. Certains maires n'ont pas été installés. Alors nous, nous posons des questions. Mais pourquoi alors programmer une autre élection? Un référendum, c'est une consultation du peuple, mais un référendum, c'est logique, c'est normal et c'est prévu dans les règles des lois dans tous les pays du monde. Mais un référendum, c'est très bien dans des pays démocratiques. Dans des pays où les gens vont dire oui, eh bien c'est oui. Où les gens vont dire non, eh bien c'est non. Mais dans un pays où tout va très mal, de manière politique,
où nous connaissons, nous savons que le président Alpha Condé fait tout ce travail pour s'éterniser au pouvoir, comme le frère vient de le dire, présidence à vie. Alors, en ce moment-là, nous lui disons, Monsieur le Président de la République, en ce moment-là, vous et tous ceux qui vous entourent, nous voulons que vous quittiez, que vous partez. Mais si vous restez encore 8 mois, en ce moment-là, les Guinéens vont vous chasser de ce pays-là. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle avec la force, n'est-ce pas, qui est en train d'être exprimée sur le terrain par le FNDC, par toutes les autres forces politiques et sociales, parce que le FNDC, ce n'est pas seulement la société civile. C'est une coalition à la fois qui rassemble à la fois les partis politiques et les forces sociales. La question de l'ethnicité ou l'ethnocentrisme ou l'ethnostratégie pour être en politique, j'ai travaillé dessus, j'ai écouté aussi, j'ai beaucoup lu même des études sociologiques qui en ont été faites. Pour le cas de la Guinée, c'est beaucoup plus une conséquence et un problème circonstanciel qu'il est présenté comme étant une source du mal guinéen. Quand on remonte l'histoire politique, je veux dire, la question ramenée à la dimension politique, quand on lit l'histoire politique de la Guinée, on se rend compte que c'est une question qui bouge au rythme de la circonstance, c'est-à-dire des régimes en place, parce qu'elle est directement liée à l'enjeu de l'exercice du pouvoir ou de la conquête du pouvoir. Le premier régime qui était dirigé par le feu président Ahmed Sékou Touré était perçu, je dis bien perçu, comme étant un régime malinqué, parce que très souvent, chez nous, la personnalisation du régime politique fait que quand un Peul arrive au pouvoir, on pense que c'est un régime Peul, quand c'est un malinqué, ça c'est la perception. Mais la réalité, elle est tout autre, parce que on présente cela comme étant un régime qui a fait des victimes au sein d'une communauté qui est la communauté Peul. Mais en réalité, si vous voyez les victimes répertoriées de ce régime, on se rend compte que c'est toute la Guinée qui en a payé les frais. Mais pourquoi on le présente comme ça? C'est parce que les victimes les plus célèbres, plus ou moins, sont issues de cette communauté. Mais derrière, quand on prend le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, on verra qu'il avait beaucoup de difficultés avec les Kankanais en particulier, qui n'étaient pas des gens qui se pliaient à certaines manipulations de son pouvoir. Et à sa mort, quand le président Conté, paix à son âme, est arrivé au pouvoir, sur le long terme, cela a été interprété comme étant une certaine entente Soussou-Peul contre les Malinqués parce qu'il y aurait eu une répression en 1985 qui a ciblé une communauté ethnique composée de plusieurs officiers qui étaient issus de cette communauté qui voulaient renverser le pouvoir. Je le dis comme ça parce que ce n'est pas encore des rapports d'enquête qui ont révélé effectivement qu'il y a eu tentative de coup d'État ou coup d'État. Jusqu'à présent, dans mon pays, malheureusement, il n'y a pas des rapports qui précisent les faits. Chacun est dans ses suppositions, quelquefois même des supputations. Ce n'est pas évident d'être très formel. Alors, vous comprendrez que la dynamique a bougé. C'est vu maintenant comme étant un duo Soussou-Peul contre les Malinqués pendant le temps du régime de Lansana Conté. Quand la transition est arrivée, c'est un jeune forestier, capitaine de l'armée qui est venu au pouvoir. Et ceux qui contestaient plus son pouvoir étaient répertoriés dans une zone géographique de la capitale qui était vue comme étant une zone habitée par les Peuls. Et ceux qui avaient potentiellement une plus grande proximité du pouvoir en termes de popularité, à l'occurrence c'est Loudalen Diallo qui est issu d'une communauté Peul, c'était vu comme étant les Peuls qui ne voulaient pas d'un forestier au pouvoir. Donc c'était cette perception qui est revenue. Aujourd'hui, les deux plus grands leaders politiques du pays en termes de popularité et d'électorat, c'est Alpha Condé qui exerce le pouvoir et c'est Loudalen qui est dans la conquête du pouvoir, qui est son opposant, disons, le plus représentatif. Donc c'est vu encore comme étant un antagonisme Peul-Malinké. Vous comprendrez que dans ce cheminement, on se rend compte qu'il n'y a pas quelque chose qui est statique, c'est-à-dire les lignes bougent selon la configuration du paysage politique. À partir de ce moment-là, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas un problème, c'est plutôt une situation circonstancielle à partir de laquelle des acteurs politiques tirent profit. Et ceci étant, ma lecture des choses est que la principale source du mal guinéen, elle est liée au fait que la Guinée
n'a pas été doté d'un État, dans le vrai sens du terme, qui est fonctionnel, qui est protecteur, et auprès de qui chacun trouve le réconfort dont il a besoin ou la protection dont il a besoin pour éviter de trouver une alternative à l'État. Parce que chez nous, l'autorité de l'État ne s'exerce que par la violence. L'État n'est pas vertueux en Guinée. Quel que soit le régime qui est en place, en réalité, l'État se sent beaucoup plus par la présence policière, par les forces de répression, que par les infrastructures sociales, par des politiques de protection. Et très souvent, vous verrez que le discours du repli identitaire, il se fait beaucoup plus sentir sur les questions de justice et de sécurité. Et c'est pourquoi chez nous, les Kuntigi, les autorités religieuses et tout ça pullulent de partout. Et elles trouvent une certaine influence sur la population parce que cette population n'a pas d'alternative auprès de l'État. Alors elle cherche auprès de qui se réfugier. Poser une question ou plutôt une observation à propos du fichier électoral dont on a parlé tout à l'heure. Tout le monde sait combien il est corrompu ce fichier. Figurez-vous que figure au fichier l'ancien Premier ministre qui est décédé il y a 2 ans, Jean-Marie Doré. Tout à fait. C'est pour vous dire combien ce fichier est sérieux. Mais je suis juriste de formation. J'ai été l'ambassadeur de la Guinée aux États-Unis, de M. Alpha Condé. Parce que moi j'étais ici, mais j'ai travaillé aux Nations Unies pendant 30 ans. Et c'est sur cette base qu'on m'avait proposé un poste. Mais dès les premières élections, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on faisait une discrimination parmi les Guinéens. En 2010, 2015, je crois qu'à l'extérieur, c'est 17 États qui ont été sélectionnés. Cette fois-ci, il paraît que c'est 25 États. Mais pourquoi des Guinéens ont le droit de voter et pas d'autres? Les Sénégalais, les Maliens, ils font voter tous leurs nationaux. Alors que quand on vote, quand on dit les Guinéens de la diaspora, on sélectionne certains pays et même certains États. Moi j'étais aux États-Unis, ce n'est pas tous les Guinéens qui sont aux États-Unis qui votent. À moins que vous ne vous déplaciez de Utah pour venir jusqu'à Washington ou dans d'autres pays. Donc je voulais livrer cette observation à la réflexion de ces jeunes frères pour qu'on fasse en sorte que tous les Guinéens puissent voter quand il s'agira. La Guinée-Conakry a démontré encore à l'Afrique et au monde entier qu'elle était fière et qu'elle assumait son passé, puisqu'elle a été, je vous rappelle, et vous le savez très bien, le seul pays francophone d'Afrique de l'Ouest à dire non à la nouvelle monnaie, l'éco, qui a été proposée par la France et mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors, ceci veut dire beaucoup de choses. Un exemple, dans cette salle, je parie qu'aucun Guinéen, qu'il soit Soussou, qu'il soit Malinké ou qu'il soit Peul, ne saurait remettre en cause ce choix historique de la Guinée. N'est-ce pas? Ce qui signifie que l'esprit national est déjà présent dans les esprits. Et si vous êtes déjà, les Guinéens sont déjà liés par ces événements historiques, ce qui signifie que tous ces problèmes liés aujourd'hui à l'ethniciste ne sont que de simples inventions des politiciens. Voilà. Et pour être un peu court, je vais rapidement passer à des remerciements. Je remercie Madame Odile Geert, qui est une historienne de renommée internationale, qui nous a fait un brillant cours magistral sur le mythe des 4 Guinées. Et ce que je retiens, c'est lorsqu'elle affirme que l'ethnicisation politique est récente dans l'histoire de la Guinée. Et ce qui signifie que, en réalité, que l'instrumentalisation des politiques reste encore un aspect néfaste au sein de la société guinéenne. On se rappelle en séquence 6, lorsque le président Ahmed Sékou Touré devait être élu maire de Conakry, c'était en réalité toutes les couches guinéennes, toutes les couches de la société guinéenne qui a porté Sékou Touré, qui n'était pas originaire même de Conakry, à la tête non, de la commune non, de Conakry. Ce qui signifie que l'esprit et le sentiment national existaient bien avant l'accession de la Guinée à l'indépendance.
Et tout ceci aujourd'hui n'est que le résultat de l'instrumentalisation des politiques. Ensuite de cela, je tiens aussi à remercier mon frère Fassou David Condé pour son intervention sur les militaires et l'État en Guinée. Alors, comme je tiens à te rappeler, l'armée a eu un impact considérable sur l'histoire de la Guinée. Depuis la mort du président Sékou Touré, elle a pris le pouvoir seulement une semaine après la mort de Sékou Touré. Et vous avez dit que lorsque vous êtes allé au terrain en Guinée, vous constatez que l'armée risque d'être une alternative. Et on l'espère très bien. Mais malheureusement, Mme Fatoumata Kaba avait mentionné tout à l'heure que l'armée avait l'habitude de se manifester seulement qu'en cas de vacances du pouvoir. D'abord avec la mort de Sékou Touré et ensuite avec la mort aussi du général Lassana Conté. Et on espère que le lendemain sera meilleur pour la Guinée sur ce point. J'ai été aussi à remercier M. Olivier Blamangin, qui a dû partir. Oui, qui a dû partir. M. Olivier Blamangin qui nous a fait aussi un exposé sur la question minière de la Guinée. Il s'agissait d'un exposé très important dans la mesure où la Guinée, comme vous le savez, regorge de richesses fabuleuses, comme le disait le président Sékou Touré. Et ce sont ces ressources minières-là qui alimentent considérablement le budget de la Guinée. Et pour l'avenir du pays, on espère que la nouvelle génération, portée peut-être par M. Aliouba, pourra peut-être plus tard négocier de nouveaux contrats dans l'intérêt et sur le principe de l'égalité de l'intérêt de la Guinée et du peuple guinéen. Et on l'espère très bien. Mais ce qu'il n'a pas mentionné, ce que je déplore dans l'exposé de M. Blamangin, c'est lorsqu'il n'a pas attaqué la question écologique, de l'impact de ces exploitations minières sur la situation écologique de la Guinée. Et on espère que ce genre de situation sera abordé. En plus de lui, j'aimerais aussi remercier l'intervention de nos deux politiques. D'abord, M. Cissé Campbell. M. Cissé Campbell, je tiens vraiment à vous dire merci. M. Cissé Campbell, comme vous le savez, est une grande figure de la société civile guinéenne qui est membre actif contre le projet du troisième mandat de Alpha Condé. Vous avez mentionné toutes ces manipulations constitutionnelles. Et ce que j'aimerais ajouter sur ce que vous avez dit, c'est que la plaie des nouvelles constitutions africaines se trouve dans les chapitres qui traitent de la révision constitutionnelle. Et ça, personne n'en parle. Voilà. Et ces chapitres, qu'est-ce qu'ils disent? Ces chapitres stipulent que le président de la République doit forcément avoir besoin des 2/3 souvent pour d'autres constitutions ou les 4/5 pour d'autres pour contourner la voie référendaire en vue de manipuler la Constitution à sa guise. On espère que les constitutions africaines de demain, comment on appelle ça, les constitutions africaines de demain supprimeront ce genre de manœuvre-là et permettront à ce que seule la voie référendaire pourra aujourd'hui être la seule voie pour tenter de modifier les constitutions. Alors finalement, M. Aliouba, le président du modèle, qui a fait le déplacement ici à Paris dans le but de participer à la conférence. Nous disons vraiment merci. Et ce qui nous a frappé dans votre intervention, c'est votre art oratoire d'abord. Votre art oratoire, pourquoi? Cela signifie que le système éducatif guinéen, le fait d'avoir entendu d'abord que vous avez fait vos études en Guinée, signifie que le système éducatif guinéen est capable de produire des produits de qualité. Voilà, et nous en sommes vraiment très flattés. On espère vraiment que tout ce que vous avez cité ici comme revendication portera un jour du fruit. On espère aussi également que votre présence ici au siège du parti de gauche marquera le point de départ peut-être d'une carrière, une brillante carrière politique. Voilà, merci aussi à toute la diaspora guinéenne pour avoir fait le déplacement ici au siège du parti de gauche.
Merci aussi pour la qualité de vos interventions. Merci à tous et que Dieu bénisse la Guinée. Merci. Alors refusez le coup d'État constitutionnel qui se prépare chez vous, parce que si vous arrivez effectivement à refuser ce coup d'État constitutionnel, ça veut dire que les Ouattara en Côte d'Ivoire, ça veut dire que les Gnassingbé au Togo, ça veut dire que les Talons au Bénin, eh bien, ne réussiront pas leur coup d'État constitutionnel à eux. Donc, encore une fois, l'Afrique noire francophone compte sur la Guinée.